rapport au délai, les concertations nationales n'ont plus que 48 heures pour toucher à leur fin, sauf un report éventuel. Les 5 groupes thématiques affirment être suffisamment avancés dans le travail. Réunion mensuelle sur la réunification routière à la primature, 2500 km de routes déjà réhabilitées dans le pays sur les 10 500 km dans 3 ans. Le pasteur Denis Lessi et le prévenu Kassongo sont condamnés à 10 ans de servitude pénale pour escroquerie dans une affaire qui les oppose au ministre Ntawa. C'est le verdict rendu public ce vendredi par le tribunal militaire de garnison. Antenne A, le journal Patricia Amouli. Bienvenue à tous. Merci de l'attention que vous avez accordée à cette grande édition du journal sur Antenne A. À 48 heures de la fin de travaux des concertations nationales, les états généraux de toutes les 5 thématiques confirment que le travail a été fait. Il ne resterait plus que de la plénière pour approuver ou non par consensus les options levées pour la cohésion nationale. Eric Izami et Blaise Nda nous en parlent. À quelques heures de la fin de 15 jours initialement prévus pour les travaux des concertations nationales, les États généraux se disent prêts à amorcer l'atterrissage. De la thématique décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État, les délégués ont éclaté ces sujets en groupe de 4 pour l'efficacité. Nous étions éclatés en 4 ateliers. À savoir l'atelier de l'aménagement du territoire, l'autorité coutumière, le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que la décentralisation. Tous ces ateliers nous ont déjà rendu les rapports. Là, il y aura une petite plénière avec les membres des bureaux de cet atelier, avec le bureau de la thématique, pour finalement qu'on ait un seul rapport. Et c'est le travail qui pourra se faire dans les minutes qui suivent. Et après, interviendra la grande plénière de notre groupe thématique. Les concertateurs de cette thématique savent que la cohésion nationale tant recherchée passe également par la bonne pratique du pouvoir, dès la base jusqu'au sommet. Il faut faire bien et durablement, ne pas le faire très vite et mal fait. Donc nous sommes en train de nous battre pour que ça soit bien fait et de telle manière qu'on puisse obtenir ce qu'on a besoin. C'est la cohésion nationale. Faut-il l'obtenir dans la précipitation? Donc nous sommes jusqu'ici dans le temps. Donc à ce que je sache, prenons un peu de patience et les choses sont en train de s'organiser. À quelques jours de la fin de ce forum voulu national, les Congolais aimeraient bien savoir c'est à quoi vont aboutir les concertations nationales. Mais les souhaits de tous est que ces assises accouchent de tout, sauf d'une souris. Pour parler des Kampala en bref, selon le professeur Toumba Loaba, la facilitation a soumis à la conférence internationale sur la région de Grand Lac un draft synonyme de pré-accord entre le gouvernement et le rebelle du M23. Ces documents synthèse sera présenté ce dimanche à la table du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Si le document est avalisé par l'ONU, ça sera une avancée significative pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Et puis, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé ce 20 septembre 2013 la réunion de la réunification de la République démocratique du Congo par voie routière. Ces vastes programmes de construction des 10 500 km de routes prioritaires sur 3 ans a atteint sa vitesse de croisière, nous dit Jean-Louis Miasukama. La réunification routière de la RDC à l'ordre du jour ce vendredi 20 septembre 2013 à la primature. Précision de Fridolin Kaswechi, ministre des ITPR. Sur l'ensemble d'un programme qui avait été défini de pratiquement 10 500 km de routes concernées dans ce programme et qui vient en complémentarité avec d'autres projets, notamment ceux développés dans le cadre des concessions ou dans le cadre des financements accordés par les partenaires techniques et financiers. Nous avons extrait un réseau prioritaire d'environ 4500 km et l'évolution qui était projetée à une moyenne de 2500 km aujourd'hui peut, disons, être atteint à environ 35% à date, ce qui fait que les projections pour la fin de l'année, avec tout ce qu'on a pris comme stratégie de contractualisation, pourra nous amener à environ 80%.
En plus de l'Office des routes, les partenaires locaux réhabilitent les voies par haute intensité de main-d'œuvre. Il y a des interventions aussi avec les partenaires locaux qui se font par la méthode dite à haute intensité de main-d'œuvre, qui permet à mobiliser suffisamment la population de manière à la faire participer à ces travaux. Et c'est là qu'on doit noter depuis le mois d'août le démarrage de ces travaux dans le Kasaï oriental, à l'Équateur et au Katanga. Et bientôt cela va s'étendre aussi bien en province orientale, au Maniema et au Kasaï occidental et dans toutes les autres provinces telles que prévues. Le ministre des ITPR espère que ce programme pourra aboutir dans 3 ans pour une circulation aisée et fluide entre la capitale et les chefs-lieux des provinces et même des territoires. Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendo, a tenu un point de presse jeudi 19 septembre 2013, au cours duquel il a présenté les budgets des investissements qui est estimé à un coût global de 12 milliards de francs congolais, soit 15 millions de dollars américains. C'était à l'hôtel Vénus à la Gombe, Sylvie Fortuné Mboula et Blessunda. 12 milliards de francs congolais, soit 15 millions de dollars américains, c'est le coût global estimé par le numéro 1 de l'exécutif provincial de Bandundu, Jean Kamisendo, pour quelques projets à réaliser au cours de la session budgétaire à venir. Le gouvernement provincial tient à honorer ses engagements pris lors de la présentation de celui-ci le 4 juin 2012. Nous avons identifié et élaboré un certain nombre de projets jugés prioritaires. Conformément à la loi sur les marché public, les différents dossiers ont été transmis au gouvernement central pour financement. La construction de 20 écoles primaires, construction de 20 écoles techniques professionnelles, construction de 7 postes frontaliers. Vous savez que nous partageons 1200 km de frontières avec 3 provinces de la République d'Angola et 400 km avec la République du Congo. La construction du bâtiment administratif de la division provinciale des ITPR, construction de 6 villages modernes à vocation agricole. Nous les appelons au Bandundu villages agricoles. Construction du bâtiment du ministère provincial de l'Intérieur, construction de 12 ponts, construction de 18 centres de santé, 18 hôpitaux secondaires, construction du bâtiment administratif de la division provinciale du budget, la réhabilitation de quelques centres de santé, l'acquisition des équipements divers du secteur de santé. Mais bien avant, le gouverneur Jean Kamisendo a évoqué quelques difficultés rencontrées dans l'exécution du budget 2013. Sont essentiellement liées au fait de la modicité des ressources mises à la disposition de la province pour investir et fonctionner. Il faut considérer la province, toute entité, comme une entreprise, une grande entreprise. Et pour qu'une entreprise fonctionne, il faut des moyens. Le gouvernement provincial de Bandundu veut assumer ses responsabilités tout en martelant sur la relance agricole qui reste une priorité. Car on ne peut pas penser au développement d'une province comme celle de Bandundu sans recourir à cette richesse naturelle, à savoir la terre. Dixit Jean Kamisendo. Comme annoncé dans le sommaire, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa a prononcé ce vendredi 20 septembre 2013 son verdict sur le peine retenue à charge de prévenus Denis Lessi, Kassongo et Okunimo, tous poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie à l'endroit du ministre honoraire Jean-Baptiste Ntawa. Les 2 premiers écopent des 10 ans de servitude pénale principale avec amende, tandis que le dernier est condamné à 5 ans de servitude pénale. Les propos du président du dit tribunal ont été recueillis pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Afin de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal à la majorité des voix de ses membres et au scrutin secret répond par oui pour la sanction pénale et non pour la peine complémentaire. En conséquence, le condamne comme suit. Primo,
pour 2010 avec admission de circonstances atténuantes du fait de sa qualité de père de famille, pasteur ayant contribué à la paix sociale, notamment à l'évangélisation et à l'intercession en faveur de la paix du pays. À 10 ans pour association de malfaiteurs, à 3 ans pour escroquerie, à 4 ans pour incitation de militaires. Prononce par le fait conjugué des infractions en concours idéal, et cela conformément à l'article 7 du Code pénal militaire, à une peine unique, la plus forte, c'est-à-dire à 10 ans de servitude pénale principale. Pour l'adjudant Kassongo, avec admission de circonstances atténuantes, du fait de sa qualité de délégat primaire et responsable d'une famille, à 10 ans de servitude pénale principale, à 3 ans pour escroquerie, à 5 ans pour violation de consigne. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique la plus forte, c'est-à-dire 10 ans de servitude pénale principale. Pour M. Okunimo Maboussa, avec de larges circonstances atténuantes, dues au fait de son jeune âge, de sa délinquance juvénile et de son statut d'étudiant. Les condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. Et puis en société, le groupe Géopolis a un nouveau magazine. Celui-ci a été présenté au Chevalier de la Plume au cours d'un point de presse organisé pour la circonstance au siège même de ces magazines à la Gombe. Willy Kacha pour la suite. C'est devant le Chevalier de la Plume que William Kalengae, directeur général des Géopolis, a présenté le 40e numéro de son magazine. Celui-ci, a-t-il souligné, comporte les informations spécialisées avec de gros enjeux. Ce ne sont pas des informations ordinaires, elles portent sur la vie économique de notre pays. Et à ce titre-là, il nous faut aussi de temps en temps accompagner l'opinion publique dans la compréhension des faits que nous mettons à leur disposition. Ces faits sont des faits souvent qui portent sur des milliards de dollars. Nous parlons des gros capitaux, nous parlons des dirigeants au plus haut niveau, nous parlons des institutions internationales. De temps en temps, il nous faut accompagner l'opinion publique dans le décryptage de ces informations. Ce dernier numéro est caractérisé par une longue enquête. Voilà pourquoi les DG des Géopolis demandent aux amoureux de la lecture de s'en approprier. Le responsable et leader des étudiants de Kinshasa ont pris part à un atelier d'information sur l'implication des hommes dans la planification familiale. Cet atelier organisé par les Fonds des Nations Unies pour la population a eu pour but d'amener la jeunesse universitaire à s'engager dans la promotion de droits reproductifs et la lutte contre les violences sexuelles dans ces milieux. Willy Kacha pour la suite. Assurer à la jeunesse un avenir meilleur, c'est le souci des Fonds des Nations Unies pour la population. D'ores et déjà, l'UNFPA est à sa énième rencontre avec la jeunesse estudiantine de Kinshasa pour les questions en rapport avec l'implication des hommes dans la promotion des droits en matière de la reproduction, de genre et de lutte contre les violences sexuelles en milieu universitaire. Réunir, discuter, échanger, travailler avec la quasi-totalité des leaders et responsables des étudiants de la ville de Kinshasa sur ces différentes thématiques représente donc pour nous une opportunité à saisir afin de doter les futurs responsables de ce grand pays que vous êtes de connaissances et compétences indispensables pour faire de la RDC un pays où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. Concis initialement comme journée d'information sur l'implication des hommes dans la planification familiale, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les banderoles et autres supports de communication qui vont vous être remis, nous nous sommes par la suite résolus de mettre à profit cette opportunité de réunir autour d'une même table l'essentiel des leaders de l'élite congolaise en formation
pour échanger et discuter également sur les autres thématiques. Les responsables et leaders des étudiants qui ont pris part à cette rencontre ont reçu la mission de restituer à leurs bases respectives les recommandations de l'UNFPA pour réaliser un monde où les grossesses et les accouchements se font sans danger. Nous allons parler santé encore. Le Sanrou a organisé une conférence de presse pour annoncer les débuts de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette campagne concerne 35 millions d'habitants, dont 63 000 femmes enceintes et 14 000 enfants de moins d'1 an. Elle se déroulera dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Patrick Borel Mukendi, Nora Olondo Iloua et Safi Maléou pour le reportage. L'association sans but lucratif Sanrou lance une campagne nationale sur la promotion de la gratuité des moustiquaires imprégnés d'insecticides en RDC pendant un mois. Le docteur Fernandine Panzou, programme manager paludisme, a explicité la façon dont se fera la distribution de ces moustiquaires. Nous distribuons au travers le centre de santé et là, il y a des cibles que nous visons. C'est la femme enceinte que nous recevons au niveau du service de consultation prénatale et l'enfant de moins d'1 an reçu au bureau de consultation préscolaire communément appelé Kilo Yaban. Si vous allez dans le centre de santé de Kinshasa, dans la zone de santé de Kassavubu ou zone de santé de Bandal, Kokolo ou Lingwala, là où nous sommes dans 26 zones, la liste on peut vous le rendre disponible. Pour le docteur Fernandine Panzou, le paludisme reste l'une des maladies parasitaires le plus répandues et le plus meurtrières dans le monde, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans qui représentent 86% des décès enregistrés. La région africaine compte à elle seule 80% des cas rapportés et 91% des décès dus au paludisme suivant le rapport mondial de 2012. L'assureur institutionnel, la SONAS, a payé les sinistrés souscripteurs de ses produits d'assurance à l'espace jeudi sinistre dans la commune de Limete. À cette même occasion, Lucien Ekofo, directeur régional, a appelé les agents de la SONAS à plus d'amour du travail. Willy Kacha, Eric Izami, images et commentaires. Plusieurs agences ont indemnisé les sinistres victimes de cas d'incendie, d'accidents de circulation et d'autres à l'espace jeudi sinistre dans la commune de Limete. Cette activité hebdomadaire a connu la présence d'une grande foule et la visite du directeur provincial ad interim Lucien Ekofo. Celui-ci est venu palper du doigt l'effectivité de la paye et encourage les agents payeurs. Savoir ce qui s'est fait dans le paiement des sinistres. Et nous avons parcouru toutes les agences qui se sont présentées là-bas et nous avons demandé à nos services qu'on nous tire photocopie de toutes les listes. Et ce n'est qu'après le paiement, nous allons voir qui a fait quoi. Et ceux qui se sont bien comportés, ils auront des sanctions positives. Et ceux qui se comportent mal à cette matière, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Chaque jeudi comme ça, donc ça ne s'arrête pas, nous allons continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Pour la paye de ce jeudi 19 septembre 2013, l'assureur national, la SONAS donc, a payé 136 dossiers sinistres à la grande satisfaction de bénéficiaires. Les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD a remis le matériel de bureau et d'informatique au secrétariat général à la jeunesse. C'est vendredi 20 septembre 2013. C'était au siège du secrétariat à la Gombe, Polydor Gaziami. Ici est désormais installé le Conseil national des jeunes, un projet qui bénéficie de la contribution du PNUD en appui aux multiples initiatives du gouvernement congolais en faveur de l'engagement citoyen des jeunes. Le programme des Nations Unies pour le développement promeut la jeunesse et appuie les initiatives des jeunes de tous horizons et leur regroupement dans ce bâtiment qui a été réhabilité et équipé à leur intention s'inscrit dans cet esprit. L'objectif du projet est de soutenir les jeunes dans l'apprentissage et la maîtrise du dialogue constructif, dans la formation au leadership, le renforcement de leurs capacités dans le suivi et l'évaluation des politiques et l'intégration du genre dans le développement de la société. Pour le président du Conseil national des jeunes qui a saisi l'occasion pour rappeler le rôle de la structure qu'il conduit, à savoir servir de cadre de regroupement et de redynamisation des activités des associations, mouvements et ONG des jeunes en RDC, ce geste est un motif de joie. Le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts qui a inauguré le bâtiment a remercié le PNUD avant d'appeler les jeunes à la responsabilité. Je voudrais donc
remercier une fois de plus cette générosité du PNUD. Aux jeunes eux-mêmes, bientôt ils vont entrer en possession d'un bâtiment rénové. J'espère qu'ils montreront leur sens des responsabilités en jouissant de ce bien, en les protégeant. Avec cette acquisition, le Conseil national des jeunes pourra ainsi bien assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse en RDC, ce qui relève de ses responsabilités. Un mot en culture, cela fait exactement 2 ans jour pour jour depuis que l'artiste musicien Ilo Pablo a quitté la terre des hommes. Magali Sissi nous retrace à travers ce reportage l'itinéraire parcouru par l'artiste avant sa mort. Suivez. De son vrai nom, Bakounde Ilo, alias Ilo Pablo, né en 1951. L'artiste percussionniste, auteur-compositeur de la chanson congolaise, il a débuté au sein du groupe Stukas Boys du bouillonnant chanteur Lita Bembo en 1969. Excellent drummer, Ilo Pablo se fait repérer par le groupe Zaiko Langalanga où il jouera alternativement avec Belobi Merijou. Au sein du groupe Zaiko, il lui a composé des chansons telles que Ndongue, Ando, Mea Culpa, Mangobo, etc. 1988, le groupe connut une dislocation et l'artiste a opté pour le Zaiko Family Day où il se retrouve parmi les administrateurs. L'orchestre enregistre un album qui connut un succès incomparable avec l'apport de la chanson L'Oiseau Rare qui était la composition de celui-ci. Cet album leur avait permis d'effectuer plusieurs tournées euro-américaines. L'aventure ne durera pas longtemps et que chacun chercha son refuge. Ilo Pablo se retrouva à Kin et assume sa responsabilité du vice-président à l'UMUCO. Quelques années plus tard, il tente de remonter Zaiko Family Day avec les concours du chanteur Joe Moplat et c'était un déclin. Cette fois-ci, l'artiste opta pour la chronique musicale, présentateur de l'émission Banaléo sur Digital et TVS 1. Mais la santé ne lui permetta pas de travailler à temps plein. Il le trouve à la mort le 20 septembre 2011. En sport, pour boucler la phase de retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo sera reçu par la formation marocaine des FUS des Rabat ce samedi 21 septembre 2013 au Maroc. Et puis, lancement ce vendredi au Stadium Omnisport de Martyrs de Kinshasa du tournoi des Playgroup. 50 équipes au total sur le 80 préenregistrés participent à cette compétition. Retour sur cet événement dans ce reportage de Magali Sissi, Odon Joseph Bungambo et Sylvain Kapombobo Senguele. C'est sous un soleil accablant que le public a assisté à la première journée de cette compétition. Il s'agissait pour cette journée de procéder aux éliminatoires de certaines équipes au profit de celles qui prendront part à la quart de finale. À l'issue des disputes très engagées, 2 équipes ayant réalisé 5 victoires successives ont obtenu leur qualification au prochain tour. Il s'agit des BC Dream Team et des BC Web. Comment était cette journée inaugurale? Curieusement, on a reçu un bon feedback vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis de tous ceux qui aiment bien voir tous ceux qui aiment bien assister au basketball. Et vous avez vu vous-même tout à l'heure au terrain, les joueurs ont répondu par leur présence, ils ont invité des tas de fanatiques de leur groupe. Il y a beaucoup d'invités qui sont venus présentement sur place et l'animation se passe bien. C'est vrai qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais bon, ça permet au moins que l'ambiance puisse se passer comme ça a été prévu. Et en tout cas, personnellement, nous sommes vraiment fiers de cette campagne. Et pour un premier jour, justement, ça nous plaît beaucoup. Et nous invitons à ce que tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qu'ils puissent chercher à avoir un petit moment, ne fût-ce que pour venir demain à la finale, parce que nous réservons beaucoup de surprises. Les 8 équipes qui seront qualifiées vont assister à la quart de finale. Les 4 premières seront concernées pour la demi-finale et les 2 premières vont connaître le choc à l'issue duquel sera sortie l'équipe qui va représenter la RDC à la compétition mondiale de basketball prévue l'année prochaine à Shanghai en Chine. Rappelons que c'est sur initiative du basketteur guinéen Bruce Doessel que cette compétition se tient à Kinshasa. Nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse. Les journaux ont été sélectionnés pour vous par Polydor Gaziami. Vendredi 20 septembre 2013, l'actualité traitée et commentée par les journaux tourne autour de l'amnistie des chefs du M23 et leur intégration au sein des FARDC. À propos, affiche le guide, le gouvernement dit niet.
Dans un point de presse tenu hier, jeudi 19 septembre, Lambert Mende, parlant de ce mouvement rebelle, a indiqué que le gouvernement congolais a établi et remis à la facilitation ougandaise une liste d'une centaine de chefs des troupes du M23 définitivement non éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie et à la réintégration des FARDC. Selon le porte-parole du gouvernement, écrit La Prospérité, la RDC ne pourra en aucune manière brader sa souveraineté chèrement acquise, ni même cracher sur la mémoire de plusieurs victimes tombées sous les balles de l'agresseur rwandais sous couvert du M23 dans l'est du pays. Les criminels de guerre sont donc exclus et cette réponse, elle l'adressait à l'opposition politique congolaise concernant la participation des groupes armés aux concertations nationales ainsi que leur éligibilité à la loi d'amnistie qui sera débattue très bientôt au Parlement. Selon toujours Mende, écrit La Référence Plus, la RDC ne devrait plus se permettre de donner une prime aux groupes armés. Bien qu'ils soient acteurs dans la question de la cohésion nationale, estime-t-il, ces derniers constituent en même temps une plaie dont la RDC doit être guérie. Aussi, pour Mende, rapporte Géopolis Hebdo, les concertations nationales sont un lieu de rassemblement contre l'agression et la balkanisation du pays. Elles ne doivent pas se transformer en un exercice de sacralisation des crimes et de l'impunité. Même l'intégration des rebelles au sein du processus politique n'a pas donné les résultats escomptés, relève Lambert Mende, dont les propos sont aussi rapportés par les dépêches de Brazzaville. Le porte-parole du gouvernement évoque et craint la reproduction du schéma de 2009 qui a vu le gouvernement négocier avec les groupes armés sans parvenir à une solution véritable. Une démarche qui, d'après lui, a donné naissance à un antécédent de plus fâcheux, à savoir la banalisation ou mieux l'officialisation de la violence des groupes armés comme moyen de régler les conflits d'intérêts dans le pays. Pour le phare, qui s'attarde aussi sur la question de l'amnistie et pour qui les rebelles du M23 ont une identité volatile, il y a des milliers de soldats et officiers rwandais, tant au sein de l'armée nationale que des groupes armés congolais dont le signalement est sujet à controverse. Et il est impossible à ce stade de savoir qui est criminel et qui ne l'est pas au sein des combattants du M23. Car, s'explique le quotidien, celui que l'on croit être Jean ou Jacques, James ou Juvenal, Makenga ou Kabongo, Amissi ou Moussafiri, Nkunda ou Lumingu, cache en réalité un étranger. Pour le phare, on ne devrait évoquer à Kampala ni amnistie, ni réintégration, ni désarmement, ni réinsertion. L'observateur se demande si l'avenir des concertations nationales est hypothéqué. Ce, par rapport au constat fait par Radio Okapi quant au comportement des concertateurs. En effet, écrit le quotidien, à en croire cette radio, les délégués à ce forum national sont en train de bouder les $50 américains d'indemnité journalière qu'ils perçoivent, la jugeant d'insignifiante. Conséquence, ils commencent à sécher de plus en plus les travaux. Entre-temps, affiche la tempête des tropiques. L'ombre de Matata 2 plane sur ces concertations. Selon le confrère, plusieurs participants qui avaient mordu aux promesses du présidium, particulièrement à celles faites avec pompe par le président du Sénat, Kengo Adondo, ne croient plus aux chances de voir ces concertations déboucher sur des grandes décisions. Une déception à peine voilée, mais qui conforte les chances de Matata Pogno, actuel locataire de la primature, de garder son fauteuil même après les concertations, contrairement aux déclarations attribuées au président du Sénat avant ce forum. Selon certaines indiscrétions, en effet, note le quotidien, plusieurs participants seraient décidés à faire triompher la volonté de la majorité des Congolais qui restent opposés à toute tentative de révision de la Constitution et de formation d'un gouvernement d'union nationale. Forum des As relève le fait que la solution politique préconisée par l'ONU entre le gouvernement congolais et le M23 demeure bloquée parce qu'il n'y a jusque-là aucune avancée sur les terrains des négociations à Kampala à 3 jours de l'expiration du délai de 14 jours imparti aux négociateurs. Pour le quotidien, l'ONU, qui du reste prévoit une réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en marge de la 68e Assemblée générale des Nations Unies, tombe dans son propre piège. Et pendant que l'objectif parle de la bourde du gouvernement, sur qui certains analystes politiques rejettent la responsabilité de la grève des médecins qui a pour conséquence la mort des centaines d'innocents dans les hôpitaux, le libre débat, de son côté, fait part des statistiques des églises à Kinshasa. La ville compte déjà plus de 10 000 églises, indique-t-il. Et de toutes les doctrines, celle dite de réveil remporte la palme du nombre et de la capacité de s'atomiser. Combien alors y en a-t-il dans l'arrière-pays ? À chacun de répondre. Cette revue de presse est terminée. Bon week-end chez vous. Au nom d'Africa Mujinga, chef d'édition, et à toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir prêté votre attention. Bon week-end au programme d'Ontena. Au revoir.
programme vous a été offert par Airtel Money. Pour cette demi-heure d'information. Madame, monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Sur votre chaîne de référence Antenne A. On va désormais s'habituer avec une nouvelle effigie du chef de l'État. Parlementaires, membres du gouvernement, autorités de la police et de l'armée. Ce n'est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Prochaine actualité, c'est demain à partir des 7h. Merci à vous de nous avoir suivis. Et retrouvez à 16h Sylvain Kapongo pour le journal Olika.